Enregistrement est parti. Donc, toujours le respect mutuel. Dans le chat, surtout, je vous dirais, quand les gens vont indiquer ou écrire des questions ou des états d'âme ou peu importe, on se respecte dans le chat, s'il vous plaît, toujours. On est toujours en écoute active. On évite d'interrompre la conférence. Donc, durant la conférence, je vous demande de ne pas ouvrir vos micros. Toujours écrire dans le chat si vous avez des questions, problèmes techniques, peu importe, c'est moi qui vais tenter d'y répondre. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les marquer dans le chat. Par contre, elles vont être répondues à la fin. Aucun conseil médical va être donné par notre conférencière. Ils ne sont pas là pour ça. Donc, quand on pose des questions à titre général, donc pas spécifique à une condition médicale, s'il vous plaît. Ensuite de ça, on fait un temps de partage pour tous. Je veux vous aviser aujourd'hui qu'on a une bonne conférence. On me dit qu'on va pas mal utiliser l'heure au complet et nos conférencières ont des obligations par la suite. Donc, je ne sais pas combien de temps il va nous rester pour les questions. On s'excuse d'avance s'il ne reste pas beaucoup de temps. On va tenter d'en prendre quelques-unes, mais on ne sait pas encore combien de temps il va nous rester. Si vous demandez une question, juste gardez un temps de partage pour les autres, s'il vous plaît. Toujours un environnement bienveillant et sans jugement. Et bon, ça, je l'ai déjà dit. On va passer aux ressources. Ici, l'enregistrement, ça va être disponible dès demain sur notre site Internet ou sur notre blog YouTube. Les liens que vous voyez marqués là, moi, je vais tout mettre ça dans le chat tantôt. Fait que, inquiétez-vous pas, pressez-vous pas à les marquer. Je vais tout aller inscrire ça. Vous allez pouvoir les prendre en note. Nos conférencières ont accepté à la rediffusion et ont accepté aussi le partage du PowerPoint. Donc, tout ça va être disponible pour vous si vous vous posez la question. Au niveau des ressources, comme vous le savez, des fois, les conférences peuvent nous faire naître des émotions. Des fois, on est dans une journée un peu plus fragile. On peut avoir besoin de parler suite à la conférence. Donc, je vous rappelle qu'à la QDC, on a une ressource gratuite au 1-855-douleur du lundi au vendredi de 8h à midi, de 13h à 16h30. C'est un service qui est gratuit et confidentiel. Donc, vous pouvez téléphoner pour parler avec la personne qui est là pour vous. Vous avez aussi le numéro détresse émotionnelle 1-866-APPEL. C'est des intervenants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui sont gratuits et confidentiels, qu'on peut faire par texto aussi. Ça aussi, c'est toutes des choses que je vais mettre dans le chat par la suite. Et la fameuse ligne 811, info sociale, là, qu'on peut téléphoner, un numéro très rapide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, je vous présente notre conférencière d'aujourd'hui. C'est Dr. Isabelle Pelletier. Elle est psychologue clinicienne spécialisée en gestion de la douleur chronique ainsi qu'en réadaptation au travail. Elle a complété son doctorat en psychologie à l'Université Laval en 2007 après avoir effectué une année d'internat auprès d'une clientèle atteinte de douleurs chroniques à l'Institut de réadaptation en déficience physique du Québec, l'IRDPQ, qui fait maintenant partie du CIUS de la capitale nationale. Depuis plus de 15 ans, Dr. Pelletier occupe des fonctions de psychologue au sein de l'équipe interdisciplinaire du programme d'expertise de réadaptation en douleur chronique du CIUS de la capitale nationale. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencière, Dr. Pelletier. Bonne conférence provinciale à tous. Alors, bonjour à tous. Il me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous offrir cette conférence sur un sujet qui touche l'ensemble des personnes qui vivent avec une douleur chronique, soit le deuil et l'acceptation de cette condition. Euh, j'ai l'immense privilège de partager l'animation de cette conférence-là avec Mélanie Bouchard, qui est une de mes anciennes clientes. Bonjour. Bon, là, j'essaye de aller. OK, voilà. Alors, Mélanie, qui est aujourd'hui âgée de 47 ans et mère de deux grands garçons de 16 et 17 ans, partage son quotidien avec la douleur chronique depuis plus de 7 ans maintenant. En effet, à l'automne 2017, alors qu'elle travaillait comme enseignante au primaire depuis 17 ans, Mélanie se blesse en jouant au soccer avec ses élèves.
Il y a un diagnostic initial de fracture de la cheville gauche. Elle développe par la suite un syndrome douloureux régional complexe, qu'on appelle aussi SDRC ou CRPS, au pied gauche. Mélanie a passé les premières années suite à son accident à tenter divers traitements avec à chaque fois hein, l'espoir d'enrayer la douleur, de retrouver sa vie active d'avant. Une vie qui était vraiment caractérisée par la rigueur, la performance, des standards personnels élevés, autant dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans la pratique de sport. Bref, Mélanie performait dans tout. Euh, Malgré l'ensemble des traitements qu'elle a reçus, la douleur continue d'être omniprésente puis d'avoir un impact vraiment important sur le fonctionnement de Mélanie. C'est dans ce contexte-là qu'elle amorce, en février 2020, un processus de réadaptation interdisciplinaire au PERDC, le programme dans lequel je suis psychologue. Programme qui a pour but premier, en fait, d'améliorer l'autonomie et la participation sociale de personnes qui souffrent d'une douleur chronique réfractaire aux interventions antérieures. Donc, hein, le but premier du programme de réadaptation n'est pas d'enrayer la douleur, mais bien, moi je dis toujours de mettre la vie dans la vie des personnes atteintes de douleurs chroniques. Près de 4 ans après avoir terminé sa réadaptation, Mélanie a généreusement accepté de partager avec vous un brin de son histoire tout au long de la conférence d'aujourd'hui, afin de vous dresser le portrait de son évolution à travers son adaptation à sa vie avec la douleur. Mélanie, la parole est à toi. Euh, Moi, quand je suis arrivée au programme d'expertise de rééducation, euh, ça m'a confrontée à moi-même parce que je me voyais comme un gros échec, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait fonctionné avant pour diminuer ma douleur. Moi, mon problème, c'est que mon talon ne touche plus par terre, puis mon pied brûle. Je peux pas mettre d'eau dessus, je peux pas mettre de bas, on peut pas. Il faudrait tout le temps que je sois nu-pied, mais dans la vie de tous les jours, on peut pas. Fait que la douleur chronique est comme ça. Euh, donc, pour moi, marcher, là, si je pouvais plus marcher, j'étais quelqu'un de fini. Euh, Le programme m'a permis de faire état de ma situation dans tous les angles possibles, puis il m'a permis d'apprivoiser à mon rythme parce que ça n'a pas été facile, puis ça a été assez long quand même de faire tous les deuils que j'avais à faire pour commencer ma nouvelle condition de vie. L'équipe, elle m'a accompagnée dans l'acceptation de mes deuils, puis elle m'a fait comprendre que même si j'avais un syndrome, même si j'avais de la douleur chronique, j'étais quand même une personne capable d'accomplir probablement toutes les activités que je voulais, mais j'allais devoir le faire d'une autre façon. J'ai dû apprendre sur moi puis sur le lâcher-prise. Ces deux notions-là, ils n'étaient pas vraiment dans mon vocabulaire avant mon accident. Ça n'existait pas, moi, le lâcher-prise, puis euh, faire attention à moi non plus. Mes enfants, ma famille, l'école, mes élèves, tout le monde passait avant moi. Alors, j'ai appris plusieurs manières de voir les choses, puis je vais vous en parler tout au long de la conférence. Isabelle, c'est à ton tour. Mhm. Alors, qu'est-ce que le deuil? Hein, d'abord, il est intéressant de mentionner que le mot deuil provient du mot latin dolium qui signifie douleur. Donc, le deuil, c'est un processus adaptatif à travers lequel un être humain doit traverser pour apaiser la douleur qui est ressentie à la suite d'une perte signifiante. Donc, le deuil n'est pas simplement associé à la mort. Le deuil hein, vient avec différentes pertes aussi. J'énumère quelques exemples de pertes. C'est sûr que Mélanie va renchérir là, par la suite, mais bon, hein, une perte comme une séparation, un échec, la perte de capacité physique hein, qui vient avec le vieillissement normal, si on veut, ou qui vient avec suite à un accident, une maladie. Euh,
les pertes aussi hein, d'activités, de rôles qui sont importants pour nous, la perte de rêves, d'objectifs de vie qu'on s'était fixés, de projets de vie. Donc, vous comprendrez que la douleur chronique s'accompagne généralement de plusieurs pertes et donc, par le fait même, de plusieurs deuils. Euh, Mon passage au programme, ça m'a confronté à moi-même, comme je vous ai dit tantôt, parce qu'on avait essayé avant, j'avais été passer une année à la clinique de la douleur. On avait commencé de la médication, j'ai fait de la physio, j'ai fait de la kinésiologie. On m'a instauré un neurostimulateur. Puis tout ça mis ensemble, là, ça n'avait pas donné des résultats satisfaisants pour diminuer la douleur. Fait que j'étais quand même assez découragée. Quand je suis rentrée à l'IRDPQ, disons que mon moral était assez bas. J'ai eu à faire face à plusieurs deuils, comme Isabelle vous a expliqué. J'ai dû mettre fin à ma carrière professionnelle. Je suis maintenant rendue invalide. J'ai dû me faire à l'idée que j'allais rester avec un handicap et plusieurs limitations. Je suis plus la même personne que j'étais avant dans mes capacités. J'ai eu des changements physiques. J'ai pris beaucoup de poids dû à la médication, puis dû au fait aussi qu'on bouge un peu moins. Ne plus, je pense que ce qui m'a fait le plus de peine, c'est de ne plus pouvoir faire du sport avec mes enfants l'hiver, parce que moi, il faut toujours que je reste le pied à l'air libre, donc je ne peux jamais mettre de bottes. Fait que quand je vais dehors l'hiver, j'y vais en gogoune. Donc, ne plus pouvoir patiner, ne plus pouvoir faire du ski, de plus pouvoir d'aller jouer au basket, d'aller pouvoir marcher pendant 2 heures. Moi, ça me faisait tellement de la peine là, que je voyais que ma vie allait se finir là. J'avais la perception de ne plus être une bonne personne parce que j'avais l'impression de décevoir tout le monde. Surtout que je me décevais aussi moi-même. Parce on dirait que tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Alors, comme je l'ai mentionné hein, précédemment, le deuil, c'est un processus. Donc, qui dit processus dit des étapes. Euh, il existe différents modèles, en fait, là, pour expliquer le deuil. J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui celui de la docteure Elisabeth Kubler-Ross, puisque malgré le fait qu'il soit parfois critiqué pour son côté, bon, un peu réductionniste quand même, puis le fait qu'il date commence à dater hein, de la fin des années 60, ça demeure un modèle qu'on retrouve encore fréquemment dans la littérature. Étant donné la contrainte hein, de temps de la présentation d'aujourd'hui, puis que notre objectif premier, c'est vraiment de s'attarder davantage à la finalité du deuil, je vais vous énumérer assez brièvement les autres étapes du processus, tout en vous rappelant que malgré la présentation hein, des différentes étapes sur le graphique que vous voyez, il ne faut pas voir le deuil comme un processus où chaque étape se succède les unes après les autres dans un même ordre précis pour tout le monde. Euh, donc, deux étapes peuvent se chevaucher. Certaines personnes peuvent demeurer plus longtemps dans une étape. Euh, c'est pas parce on est allé dans une étape, on passe à une autre, qu'on pourra pas revenir, hein, un petit pas par en arrière et tout ça. Donc, il faut voir le deuil comme un processus où est-ce que euh, toutes ces étapes-là, en fait, s'inter-influencent les unes les autres. La première étape du modèle, c'est une combinaison en fait du choc qui peut être très intense, par exemple lors de l'annonce d'un décès subi de quelqu'un de proche de nous ou encore l'annonce d'un diagnostic d'une maladie incurable, par exemple. Et assez rapidement, hein, on va passer du choc au déni. Le déni qui représente un refus souvent inconscient hein, de croire la réalité. Je passe tout de suite à l'étape du marchandage parce que c'est vraiment une étape qui est moins bien connue quand on parle du processus de deuil, alors que c'est une étape qui est pourtant bien présente en douleur chronique.
En effet, parce que instinctivement, l'être humain recherche le plaisir et le confort et l'être humain essaie d'éviter la douleur pour se protéger, hein, c'est quelque chose d'adaptatif, pour se protéger d'un danger potentiel. Donc, cette prémisse-là, ça permet de mieux comprendre le besoin initial et légitime hein, qu'on ressent en présence d'une douleur, de déployer beaucoup d'efforts afin de tenter de contrôler la douleur par divers moyens, avec vraiment l'objectif ultime qu'elle disparaisse. Donc, l'étape du marchandage, on peut se la représenter un petit peu comme la recherche de la baguette magique ou du traitement miracle qui va faire disparaître la douleur. En plus, quand on est en présence d'une douleur chronique, l'approche biomédicale standard peut retarder l'évolution du deuil, puis favoriser hein, le maintien des étapes du déni puis du marchandage. Tant que les professionnels hein, qu'on rencontre nous proposent différents traitements qui visent la diminution ou voire même la disparition de la douleur, on peut se retrouver à ce moment-là dans une espèce de cercle vicieux où est-ce qu'on cultive l'espoir de guérison jusqu'au jour où, par exemple, on se fait dire qu'on a fait le tour hein, des traitements possibles. Souvent, c'est aussi à ce moment-là que, on réalise que les investissements considérables qu'on a déployés, que ce soit en temps, en énergie, même en argent, ces investissements-là, non seulement, ben, ils n'apportent pas le soulagement espéré, hein, du moins à long terme, mais ils ont des conséquences aussi négatives sur notre qualité de vie, puis souvent sur celle de notre entourage. Fait que vous comprendrez que cette prise de contact hein, avec la réalité, ça s'accompagne souvent de déception, de frustration, de culpabilité, de découragement, qui sont des composantes que l'on retrouve finalement dans les étapes hein, de la colère, du sentiment d'injustice, dans l'étape de la tristesse, de la déprime, du repli sur soi. Euh, donc, c'est les différentes étapes, je vous dirais, du processus de deuil qui vont progressivement amener hein, vers l'étape d'acceptation, d'adaptation qu'on va voir plus en détail dans quelques instants. Euh, je vais vous faire un petit peu l'histoire de moi, comment j'ai vécu mes étapes du deuil. Moi, j'ai frappé mon mur quand ça a été clair que je pourrais plus remarcher comme je marchais avant, avec mes deux pieds qui marchaient comme il faut, là, les talons à plat sur le plancher. Euh, J'en ai longtemps voulu à terre entière. Je me suis demandé longtemps pourquoi ça m'était arrivé à moi, ça, pourquoi ça n'était pas arrivé à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'avais fait de mal pour mériter ça? Je devais sûrement avoir fait quelque chose, là, parce que ça se pouvait pas que ça m'arrive à moi. J'ai eu la pensée, j'avais encore la pensée magique que si je faisais tout ce que l'équipe me disait de faire, que ça allait revenir comme avant. Euh, J'avais encore l'espoir de guérir, puis je refusais de croire que je ne remarcherais plus. Pour moi, ça se pouvait pas, ça. C'était impossible que ça arrive. Mais à un moment donné, là, quand on chemine, à un moment donné, je me suis bien rendu compte que même si je faisais tout ce que je pouvais, la situation, elle ne changeait pas. Puis là, ben, moi, dans mon cas, il y a eu la pandémie. Donc, la pandémie a fait en sorte que mes rencontres au programme d'expertise, ils ont arrêté. Euh, je me suis retrouvée chez nous face à mon problème, moi toute seule. À un certain moment, j'ai vraiment cru que j'allais jamais m'en sortir parce que tout ce que je voyais, c'était que mon état, elle changeait pas, elle s'améliorait pas. Puis là, les autres autour viennent nous donner une autre perspective. Parce que là, tout le monde me disait, ben voyons donc, ça va guérir. Voyons donc, ça doit plus faire mal, là. Ça fait 3, 4 ans là, que ton pied, tu t'es fait opérer, ça devrait fonctionner. Donc, mets-moi ça à terre, puis marche.
C'est parce que ça marche pas de même, là. Même si tu vois pas, tu la vois pas, là, mais moi, j'ai mal. Tu peux pas me dire. Puis j'en ai fait des efforts. J'ai fait la clinique de la douleur, j'ai pris les médicaments, j'ai le neurostimulateur, j'en ai fait plein d'efforts, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait pas plus. Fait que quand les personnes qui t'aiment, puis que toi t'aimes, ils comprennent pas ce que tu vis. Là, tu te dis, hein, c'est parce que je me sens tout seul avec mon problème. Mais comment que tu peux les expliquer toi-même ce qui t'arrive quand tu ne comprends pas ce qui se passe toi? Fait il me manquait des outils là, pour être capable de, moi, me comprendre, puis de faire comprendre aux autres ce que moi, j'étais en train de vivre. Merci, Mélanie. Euh, Maintenant, hein, on va s'attarder à la partie qui nous intéresse le plus, du moins pour aujourd'hui. La dernière étape, qui est la dernière étape du deuil, qui est l'acceptation. L'acceptation, c'est un mot qui est parfois très difficile à utiliser pour certaines personnes parce que c'est un mot qui peut donner l'impression que la finalité du deuil est un peu comme une utopie. Les clients que je rencontre dans mon bureau me disent souvent, je pourrai jamais faire mon deuil, moi, parce que je pourrai jamais accepter. Hein, je pourrai jamais accepter ce qui m'est arrivé. Euh, donc, euh, ben, ce qui est important de se rappeler, c'est il y a différents synonymes qui peuvent être utilisés, hein, au lieu de l'acceptation, puis qui peuvent rendre cette étape-là plus accessible. Entre autres, moi, j'utilise beaucoup avec mes clients le terme adaptation. Hein, donc, dire j'aurais fait mon deuil quand je m'aurais adapté à ma vie actuelle avec la douleur. Ou encore, on peut parler hein, d'apprivoisement de la douleur ou encore de faire avec la douleur. Donc, c'est tous des termes hein, qui peuvent nous aider pour rendre l'acceptation, l'adaptation plus, plus facilement, si on veut, réalisable. Euh, pour moi, mon arrivée au programme, accepter, ça voulait dire d'accepter de vivre ma vie telle qu'elle était à ce moment-là. Une vie qui était plus normale, qui était marquée par des difficultés, par ma dépendance envers les autres. Puis ça, j'ai trouvé ça dur pour de nombreuses actions quotidiennes. J'avais l'impression que ma vie s'arrêtait là et se résumait à ça, que je ne pourrais plus rien accomplir. J'étais découragée, puis je voyais aucune issue. Fait que accepter me semblait impossible. Mon parcours m'a révélé que l'acceptation va bien au-delà de ce que je pensais. J'ai intégré cette notion-là d'accepter dans ma vie en m'efforçant de devenir une meilleure personne. J'ai choisi de m'améliorer pour moi-même, de prendre soin de moi pour une fois, afin de pouvoir ensuite mieux prendre soin de ceux que j'aimais. J'ai décidé de m'ouvrir et de travailler dans ma vulnérabilité si je voulais avancer. Parce que pour moi, il n'y avait pas d'autre moyen d'avancer que d'aller dans ce qui me faisait le plus mal. Je le voulais sincèrement pour moi, mais également pour que mes enfants soient fiers de leur mère, mais je l'ai encore, même si j'ai un handicap et de la douleur chronique. Au final, ça a été payant parce que maintenant, je vois plus de la pitié dans leurs yeux. Ce que je vois, c'est de la fierté, puis ils sont conscients des efforts que je fais à tous les jours. Puis ça, ben, c'est très important pour moi. C'est important de dire oui, ce que c'est l'acceptation, mais aussi de dire ce que c'est pas. Hein. Accepter la douleur chronique puis les pertes associées, ça signifie pas d'oublier le passé. Hein, on n'est pas des machines, on peut pas appuyer sur une touche en delete puis ça efface tout ce qu'on a vécu par le passé. Accepter, c'est pas non plus hein, un processus, quelque chose qui est passif, ou est-ce que on se résigne, on baisse les bras. Hein. Parfois, c'est un petit peu là, l'impression que ça nous donne. On a l'impression que si on accepte, c'est qu'on abandonne la bataille, hein, on subit le sort de la réalité.
Ça ne veut pas dire que parce que j'accepte ma condition, que j'entretiens plus l'espoir de peut-être un jour guérir, que peut-être, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, un traitement révolutionnaire qui pourrait arriver, puis qui pourrait faire en sorte que, bon, la douleur disparaisse. Fait que c'est pas de m'enlever cet espoir de guérison-là. C'est pas non plus de vivre dans un monde de licorne, hein, dans le sens où euh, c'est important d'adopter une pensée réaliste quand on parle d'acceptation, d'adaptation, et non pas une pensée constamment positive. Hein. C'est pas ça la vraie réalité, en fait. Accepter, c'est pas non plus avoir dans l'idée d'utiliser une recette unique qui est applicable à tous. Parce que chaque personne qui vit avec une douleur chronique possède sa propre histoire, mais aussi possède ses propres ressources personnelles, sociales, etc., et possède ses propres défis aussi. Finalement, on se dit, l'acceptation, c'est pas une fin en soi, dans le sens où on peut pas se lever un matin après une bonne nuit de sommeil et se dire, bon, ça y est, aujourd'hui, j'ai accepté ma condition, check, on passe à autre chose. C'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. Une autre façon intéressante d'imager là, l'étape d'acceptation est à partir de ce modèle de la docteure Lois Tonkin. En fait, souvent, les gens pensent que la douleur qui est liée au deuil, faire son deuil, ça veut dire que la douleur qui est associée au deuil va diminuer avec le temps. Et plus la douleur diminue, ben, plus on avance dans notre deuil. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que en réalité, c'est plutôt nous qui grandissons à travers le deuil. Donc, je trouvais l'image, là, ce modèle est l'image très intéressante pour mieux comprendre la finalité du deuil. Puis en même temps, c'est un peu ce que Mélanie m'a demandé quand on s'est rencontrés pour la première fois. Puis je lui ai demandé ses attentes face à notre suivi en psychologie. Elle m'a dit à ce moment-là qu'elle voulait que je l'aide à devenir une meilleure personne. Évidemment que Mélanie, vous comprendrez que Mélanie n'était pas une mauvaise personne, hein? Mais ce qu'elle me demandait à ce moment-là, sans trop le savoir, ben, c'était que je l'aide à ressortir grandie de cette épreuve qu'elle vivait là, depuis plus de 2 ans là, à ce moment-là. Ben, Ouais. c'est ça. Pour ma part, j'avais le but ultime de m'améliorer en tant qu'être humain, à plusieurs niveaux. Euh, J'étais une personne très exigeante envers moi-même, souvent tout le temps positive pour les autres, mais quand c'était pour moi, très, très, très souvent négative, voulant toujours faire plaisir aux autres, faire passer les autres avant moi. J'avais vraiment beaucoup de travail à faire. On a parlé, puis là, ben, j'ai pas parlé depuis le début de mon anxiété, là. Ouais, mais si ça fonctionne pas, ouais, mais si mon pied se met à brûler, ouais, mais si je suis pas capable. Il y en a eu des oui, mais, oui, mais, oui, mais. Isabelle, elle pourrait vous le confirmer. Euh, je suis pas en train de dire que c'est un processus qui est facile à faire. Euh, un petit changement à la fois, une petite adaptation si ça va bien. Sinon, ben, un pas en arrière, puis on essaye de trouver une autre solution. C'est en faisant des petits pas qu'on en vient à être capable de voir de la lumière là, au bout du compte. Isabelle vous a montré une image tantôt. Ben, moi, l'image que pendant mon programme, on a fait, c'est Mhm. l'image des échelles. Moi, j'avais vraiment tendance à toujours prendre l'échelle qui était avec des gros pas, des gros écarts entre les échelons parce que je voulais me rendre en haut vite, là. Moi, mon but, c'est de me rendre en haut vite. Mais finalement, celle qui fonctionne le mieux, c'est celle avec les très peu d'espace entre les échelons parce que c'est en faisant des petits pas qu'on vient que on continue, puis qu'on réussit, puis on réussit, puis on réussit, puis qu'on va y arriver au bout, là. Puis qu'on va en voir de la lumière parce qu'à un moment donné, il y en a. Il n'y a pas juste de la noirceur, là. On est capable
de voir de la lumière au bout du tunnel, là. Mhm. Effectivement. Euh, L'adaptation, l'acceptation, comme je l'ai mentionné brièvement tantôt, c'est un processus actif. Hein? C'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose de dynamique puis qui est essentiel. Hein, avec ce que Mélanie vient de nous dire, hein, c'est essentiel pour parvenir à bien vivre, à bien gérer sa douleur. Ça implique différents éléments clés qui sont à mettre en place au quotidien. Euh, un des premiers éléments, c'est de redéfinir ses priorités. Plutôt que de mettre l'ensemble de nos énergies sur le soulagement de la douleur à tout prix, ben, il faut focaliser, pardon, davantage sur l'amélioration de ma qualité de vie malgré la douleur. Donc, c'est certain que ça implique de lâcher prise plutôt que de lutter contre la douleur. Qu'est-ce qu'on entend par lâcher prise, hein? Ce beau terme qu'on entend souvent, hein, sans trop savoir ce que c'est, puis sans trop savoir comment y parvenir. On entend ça, ah oui, il faut lâcher prise. Bon, oui, mais encore. Entre autres, Mélanie, elle l'a entendu à quelques reprises, hein? Entre autres, Oui. lâcher prise, ça signifie de changer son rapport à la douleur. Euh, les photos parlent un petit peu d'elles-mêmes, là, les petits dessins. C'est ne plus percevoir la douleur comme étant l'ennemi ou la bête féroce à combattre, mais plutôt comme une partie de soi indésirable à apprivoiser. Un peu, je vous dirais, si on veut avoir une vision un peu réductionniste, c'est un peu comme on apprend à composer avec le fait de devoir porter des lunettes. Hein? C'est une partie de soi qui peut être, qui peut être un peu indésirable, mais qu'on doit apprivoiser, avec laquelle on doit faire si on veut mieux fonctionner. Lâcher prise, c'est aussi apprendre à composer avec la réalité telle qu'elle est, ici et maintenant, et non telle qu'elle était par le passé, ou bien telle que je voudrais qu'elle soit. Ça implique une ouverture à faire autrement, en tenant compte de ses ressources personnelles et de ses limites. Hein, faire autrement, on revient à notre échelle que Mélanie a présentée. Hein. Faire autrement, ça veut dire, bon, on prend l'échelle avec les petits barreaux peut-être, au lieu de celle avec les grands espaces. Ça nécessite aussi d'adopter un discours intérieur plus nuancé et plus orienté sur ses capacités plutôt que sur ce que je peux plus faire. Donc, hein, ça implique de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça demande aussi d'apprendre à tolérer un certain malaise. En fait, quand je m'expose à différentes activités. Un malaise, par exemple, au niveau des appréhensions. Hein, les appréhensions que je peux avoir à l'idée, hein, que les autres puissent me juger, par exemple, ou encore à l'idée que de faire telle activité puisse augmenter mes douleurs, etc. Donc, il faut oser, je vous dirais, tolérer un certain malaise. Il faut être prêt à sortir de sa zone de confort qui finalement, ben, est pas si confortable que ça. Euh, pour ma part, à moi, euh, mon équipe au PRDC m'a accompagnée dans le lâcher-prise parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui n'était pas familier du tout avec moi. Grâce à leur soutien, j'ai appris à réorganiser mes journées en fonction de mes capacités réduites. Accepter cette réalité-là n'a pas été facile, surtout au début du programme, parce que j'arrivais à peine à accomplir une seule tâche par jour. Moi qui étais habituellement très active, j'ai dû apprendre à lâcher prise. M'entêter, ça faisait qu'augmenter ma douleur. Donc, j'ai dû apprendre à mieux doser mes journées pour mieux contrôler ma douleur. Lâcher prise face à mes standards, ainsi qu'au regard des autres. Tu sais, quand on sort, on est en hiver, puis que
tu t'entends les autres dire, quand ils te regardent passer, hein, t'as-tu vu, elle a une gogoune. Hein, es-tu pas bien? Puis là, t'es entends toutes passer, t'es entends, là, eux autres, ils pensent que t'es entends pas, mais t'es entends, là. Ça, le regard des autres avait un grand effet sur moi, fait qu'il a fallu que je lâche prise là-dessus. Définir les activités qui ont fait le plus de, qui font le plus de sens pour moi, puis à bien les planifier à l'avance. Maintenant, c'est quelque chose à laquelle je dois penser pour évaluer si l'activité ou la sortie que je veux faire en vaut vraiment la peine. Oui, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, mais en évaluant j'appelle ça le coût de l'activité, là, en évaluant si mon rapport à la douleur va en valoir la peine. J'ai également appris quoi faire pour gérer ma condition avant, pendant et après une activité. Comme ça, ben, je ne suis pas surprise si ma douleur en monte en flèche et surtout, j'ai des moyens pour calmer le feu. Je vous donne un exemple pour moi. Si, admettons, je veux aller faire un voyage à Montréal, ben, en voiture, je le sais que je vais devoir me coucher avant mon voyage pour faire une sieste, pour avoir la capacité mentale d'être toute là focus pendant que je vais conduire pour aller à Montréal. Rendu là, je le sais qu'il faut que je prévoie, je vais faire mon activité, mais il faut que je me prévoie au moins encore une sieste pour être capable d'être encore toute là pour revenir chez nous, puis pas avoir trop de douleur. Donc, c'est des choses à laquelle maintenant, là, ça se fait presque automatique, mais c'est des choses à laquelle il faut que je porte une attention, tout dépendant de l'activité que je veux faire. Euh, Fait que c'est ça. Il est toujours possible de faire à peu près tout ce qu'on veut, mais en évaluant bien le coût de l'activité. Alors, Mélanie, on nous parle d'activation, de faire des activités qui sont porteuses de sens pour nous, tout ça. Ben, en fait, un élément clé, c'est, pardon, c'est super important de ne pas être en attente que la douleur disparaisse ou bien que la motivation revienne pour se mobiliser dans l'action. Euh, et je vous dirais, hein, on voit l'affiche, là, le dessin du monsieur, là. En fait, pour redevenir, c'est important de se mobiliser dans l'action pour redevenir un acteur principal de sa vie, plutôt qu'un simple spectateur qui regarde sa vie passer pendant qu'il est trop occupé à tenter de faire disparaître la douleur. Euh, donc, un peu l'idée hein, que je vous disais tout à l'heure qu'avec la réadaptation, ce qu'on dit à nos clients, c'est l'objectif premier, c'est de remettre de la vie dans leur vie. Pour y parvenir, ben, c'est certain que faut, euh, il faut identifier des projets qui sont réalistes, qui sont porteurs de sens en fonction de nos valeurs, hein, les valeurs qui sont fondamentales. Et évidemment, il faut s'engager dans des activités qui sont signifiantes. Euh, c'est important hein, de faire cette réflexion-là, hein, d'identifier des projets réalistes qui sont porteurs de sens et tout ça. Ça implique un processus réflexif parce que souvent, quand on vit avec une douleur chronique, hein, les premiers temps, on perd nos repères. Euh, hein, il y a beaucoup d'enjeux identitaires, on ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus vraiment qui on est et tout ça. Donc, ça demande quand même un processus réflexif à dire, OK, c'est quoi mes valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui a toujours été important pour moi? Puis ça, c'est pas un accident, c'est pas hein, une douleur qui est venue, je dirais, changer ces valeurs-là. Donc, c'est important de partir de je dirais, de ces piliers-là, hein, qui sont nos valeurs fondamentales, puis de dire, OK, en fonction de ça, qu'est-ce que je peux faire à petite échelle pour m'engager hein, dans des activités qui vont me faire du bien malgré la douleur? Parce que, comme je le dis toujours, hein, que je reste assise à ma table de cuisine à rien faire, ou bien que je me mobilise dans une activité qui est signifiante, qui est plaisante pour moi, ben la douleur, elle va être là quand même. Donc, hein, aussi bien en profiter pour faire
quelque chose qui est porteur de sens pour moi. C'est aussi important d'être en mode recherche de solutions face aux obstacles que je rencontre, sur lesquels j'ai un pouvoir d'agir, plutôt que de m'apitoyer sur mon sort, puis de s'apitoyer sur son sort au premier obstacle qu'on rencontre. Ben, tout ce que ça fait, c'est que ça cultive le sentiment d'injustice, la frustration, ou bien si je suis dans un mode de fonctionnement où ce que je fais, c'est de toujours répéter les mêmes solutions, qui ne donnent pas de résultats, ben, ce que ça fait, ça augmente ma frustration, mon sentiment d'impuissance davantage. Et tout ça, en bout de ligne, un petit peu comme Mélanie le disait, ce que ça fait, ça vient jouer aussi sur ma douleur. Ça vient rendre la douleur encore plus importante. Fait que je vais vous présenter quelques petites activités que j'ai réussi à faire depuis mon passage à l'IRDPQ. Avec mon nouveau mode de vie et ma nouvelle façon de réfléchir, en réalisant des petits objectifs à chaque jour, puis en planifiant bien, croyez-le ou non, j'ai pu faire une activité de patinage au domaine de la forêt enchantée avec mes enfants et mon mari. Inquiétez-vous pas, j'avais pas mis de patin. Et là, puis en plus, il a fallu que je passe outre le regard des autres. J'étais dans un Mhm, traîneau, mes enfants me poussaient, mais on a tellement eu de plaisir. C'était vraiment, mais vraiment agréable. Il y avait la petite neige qui tombait, c'était vraiment, vraiment le fun. Ça, c'est une des plus belles activités. C'est la première activité que j'ai faite en sortant de l'IRD. Non, je l'ai faite pendant que j'étais à oui. l'IRDPQ. Puis, Mhm, c'est encore une de mes plus belles activités. Euh, c'est également de cette manière-là, en planifiant bien, que j'ai réussi à aller passer un merveilleux moment à visiter New York. Jamais, au grand jamais, quand je suis entrée à l'IRDPQ, je pensais être capable d'aller passer une semaine à New York et visiter. J'ai pas utilisé de chaise roulante, j'ai pas utilisé de scooter électrique. J'étais, moi, ma jambe handicapée, mes bâtons de marche. Et j'ai adapté. Je me suis adaptée à la situation à plusieurs reprises, mais j'ai réussi à faire mon voyage. J'étais vraiment fière. J'ai gravi le mont Lachouenne dans Charlevoix. J'ai réussi à passer outre le regard des autres en m'inscrivant au paddleboard adapté avec Adaptavie. Ça, c'est vraiment agréable. Euh, Passer outre mes standards personnels parce que c'était hors de question que j'embarque dans une chaise roulante. Pour moi, ça se pouvait pas. mhm. Mais j'ai eu à m'adapter et je me suis assise dans une chaise roulante et j'ai fait du para-badminton et j'en ai fait le soir par la suite. J'ai eu des cours de para-badminton. Le sport fait toujours partie de ma vie, mais d'une façon différente. Aujourd'hui, je peux vous dire que je m'entraîne encore 2 fois par semaine, que je suis maintenant capable de faire du tapis roulant. Je marche pas de façon, pour moi, normale, mais en m'adaptant, je suis quand même capable de faire de la marche. J'ai repris une passion que j'avais délaissée par manque de temps, la guitare. Je joue maintenant pour les personnes âgées. Puis ça me procure beaucoup de satisfaction, de valorisation. Je joue de la musique. Ben, jouer de la musique, pour moi, c'est très apaisant. Puis ça a un effet bénéfique sur ma douleur. Ça, c'est ce que j'ai appris avec mes intervenants à la clinique, pas à la clinique, mais au programme. Isabelle, tu peux continuer. Donc, un peu dans le même sens, Mélanie, ce qui est important, c'est ça, c'est de diriger notre attention sur nos petits accomplissements au quotidien plutôt que sur l'évaluation constante de la douleur. Donc, mon niveau de satisfaction de mes journées doit plus uniquement dépendre de mon niveau de douleur, mais aussi de regarder, hey, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui?
Hein? Est-ce que j'ai fait quelque chose de signifiant pour moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose, un petit accomplissement? Hein? Est-ce que j'ai relevé un petit défi? Puis pour y arriver, ça, c'est pas quelque chose de naturel, hein, nécessairement, euh, qu'on a tous à l'intérieur de nous, je dirais, hein, de pouvoir amener ces constats-là à la conscience. Fait que parfois, il faut comme se pratiquer. Une bonne façon de le faire, c'est de tenir un journal de gratitude, de bienveillance, de nos bons coups, euh, qui peut être tout simplement, hein, vous prenez un petit carnet, puis vous notez, par exemple, à chaque soir, trois choses dont vous êtes fiers ou trois choses dont vous êtes reconnaissant qui sont arrivées dans votre journée. Donc, on s'entraîne hein, de cette façon-là à détecter dans notre quotidien les petits éléments qui peuvent faire une différence. Euh, Avancer dans l'acceptation, ça implique aussi de laisser aller hein, le passé et d'orienter notre regard vers l'avenir et vers de nouvelles possibilités. Euh, Comme Mélanie l'a mentionné, hein, quand elle est arrivée en réadaptation au tout début, à un moment donné, hein, on lui avait proposé d'essayer du sport adapté et nous avions eu un non catégorique hein, à ce moment-là. Euh, et bon, progressivement, hein, c'était comme non, moi, je m'associe pas à des gens handicapés. C'est pas vrai parce que moi, de toute façon, hein, éventuellement, je vais marcher comme avant. Puis, donc, c'était à ce moment-là impossible pour elle comme elle disait, hein, oui, de s'asseoir dans un fauteuil roulant ou même hein, le paddleboard adapté, tout ça, pour elle, c'était pas une option envisageable. Puis, progressivement, hein, avec son cheminement, en voyant que ben, peut-être qu'en faisant autrement, ben, que je vais réussir à avoir plus de plaisir, que je vais réussir à reprendre un certain contrôle sur mon quotidien. Ce sera plus simplement la douleur qui va décider à ma place, que je vais décider, moi, malgré la douleur qui est là. Donc, c'est important, hein, de regarder vers l'avant, de se fixer des buts, des objectifs. C'est un petit peu notre carotte, hein, c'est ce qui fait en sorte qu'on a le goût de se lever à chaque matin, hein, de se dire pourquoi je me lève aujourd'hui, là, pourquoi je m'entraîne, pourquoi, ben parce que hein, je veux faire telle activité, tel voyage, bon. Donc, c'est important de se fixer des buts, des objectifs qui sont réalistes. Et c'est certain que hein, la finalité du deuil implique une réouverture sur le monde. Vous savez, dans les étapes, mettons, en plus de la tristesse, de la frustration, tout ça, on est un peu plus replié sur soi-même dans les autres étapes du deuil. Euh, Quand on est dans l'étape d'acceptation, d'adaptation, on parle d'une réouverture sur le monde parce que l'être humain, à la base, hein, on est des êtres sociables. Euh, c'est important, par contre, de savoir bien s'entourer. Souvent, hein, un processus de deuil en douleur chronique, ça vient aussi avec un certain ménage hein, dans nos relations, dans nos amitiés. Bon, se questionner, est-ce que cette personne-là, à chaque fois que le téléphone sonne, finalement, je constate que ma douleur augmente. Hein, c'est pas parce que j'ai fait une activité physique, là, c'est parce que peut-être que juste de parler à cette personne-là qui est toujours négative, qui est toujours, ben, que ça m'amène moins, hein, ça amène moins mettons, coût-bénéfice, hein, ça a plus de désavantages d'entretenir des liens avec cette personne-là que ça a d'avantages. Donc, c'est important de savoir bien s'entourer. Le soutien par les pairs, hein, échanger avec d'autres personnes qui vivent avec de la douleur chronique ou encore avec une autre condition de santé chronique, ça nous permet de relativiser, de voir qu'on n'est pas seul à vivre cette réalité-là, de voir que c'est possible de s'y adapter, puis hein, d'encore avoir des bonnes journées, encore d'avoir du plaisir malgré notre condition. Et ben, ça implique aussi d'être ouvert à aller chercher du soutien hein, auprès d'un professionnel aux besoins. Oui, parfois on est habitué, hein, dans notre vie, on a toujours été en mesure de
par soi-même de régler nos problèmes et tout ça. Parfois, ça demande une bonne dose d'humilité de se dire, ouais, là, c'est un deuil qui est plus difficile à faire. Peut-être que d'aller chercher un certain soutien, ça va me permettre, hein, d'aller de l'avant. Sur ce, je laisse maintenant le mot de la fin à Mélanie. Finalement, pour s'en sortir, mais trouver une certaine paix entre la douleur et nous-mêmes, il faut vouloir. Moi, c'est ce que je pense. J'ai eu à apprendre à voir qu'il y avait de la gratitude et que je pouvais amener de la bienveillance dans ma vie. J'ai réalisé que si je ne prenais pas ma bienveillance en main, personne ne le ferait pour moi et que c'est dans ces petits gestes du quotidien que je trouverais la façon d'apaiser un peu ma douleur. Je termine en vous disant que si aujourd'hui je suis capable de m'accomplir malgré la douleur omniprésente et mes limitations, c'est grâce en grande partie à mon passage au programme d'expertise et de réhabilitation en douleur chronique et surtout au fait que j'ai eu une équipe extraordinaire dont Isabelle faisait partie qui m'ont accompagnée à travers mon deuil d'une vie sans douleur pour devenir pour me permettre de devenir une meilleure version de moi-même. Le cheminement m'a fait changer mon attitude envers la douleur, envers mon syndrome, m'a fait voir que je pouvais quand même m'accomplir tout en ayant mon syndrome et de la douleur chronique. C'est pas facile à tous les jours, c'est pas drôle à tous les jours, mais on est capable quand même de d'avoir des journées où on peut être satisfait de nous-mêmes puis on peut être fier de nous autres. Donc, c'est comme ça que je terminerai. Je vous ai laissé quelques références là, pertinentes là, à la fin, hein, qui pourront peut-être là, vous aider à approfondir un petit peu là, ce sujet-là là, à la fin du PowerPoint. Merci énormément à nos deux conférencières. Wow, c'était très inspirant, c'était vraiment beau. Merci beaucoup, Madame Bouchard, pour votre partage. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un petit peu les messages défiler dans le chat, mais ça n'arrête pas. Donc, les gens vous remercient, que vous êtes inspirante, un super de beau témoignage. C'était touchant. Merci du partage. Merci beaucoup à vous deux. Merci aux professionnels de la santé qui font cette différence. Donc, vous avez tous les deux énormément de beaux commentaires. Je vous invite à les lire puis à prendre ça. C'est votre petit cadeau à vous. Je pense que c'est toujours ça qui nous fait plaisir. Donc, merci beaucoup pour ce magnifique moment là. C'était très, très intéressant. Fait comme vous le savez, tout le monde, vous allez pouvoir le réécouter à partir de demain sur notre site Internet. Aussi le PowerPoint qui va vous être disponible. Fait que c'est vraiment des bonnes nouvelles. Il nous reste 4 petites minutes pour prendre quelques questions. On pensait peut-être pas avoir le temps. Finalement, on a le temps un petit peu. Alors, docteur Pelletier, j'avais une première question qui disait le programme dont vous parlez à votre centre de réadaptation, est-ce que c'est un programme qui est offert dans d'autres régions au Québec? Oui, là, sous toute réserve, là, je suis peut-être pas à jour. Je sais entre autres qu'à Sherbrooke, ils ont un programme similaire aussi à Montréal, au centre de réadaptation Lucie Bruno. Puis nous, en fait, à l'IRDPQ, on couvre tout l'est du Québec. Donc, c'est ça. Les territoires sont quand même, il y a trois, quatre, je dirais, là, centres de réadaptation en province qui couvrent l'ensemble du territoire, là. Et merci beaucoup. Ensuite, dans un petit peu, j'ai beaucoup de questions. OK. J'ai euh, j'ai un homme qui se demandait si votre approche était une approche sur l'ACT. Ben, c'est sûr que en partie, oui, hein, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Je vous dirais que l'approche qu'on utilise dans le programme, oui, c'est une approche qui va combiner, hein, des éléments de l'acte et en plus, ben,
c'est sûr qu'on va essayer aussi de développer le potentiel au maximum, hein, d'aller chercher. Fait que oui, on veut faire le deuil, hein, accepter les capacités qu'on a actuellement, mais idéalement, on essaie d'aller regagner le plus possible aussi en fonction de notre condition. Donc, c'est une approche, oui, cognitive comportementale, ou est-ce qu'on va faire vivre aussi là, de l'exposition progressive pour se mettre en succès là, à travers la reprise d'activités signifiantes. Parfait, merci beaucoup. Et je pourrais prendre une question à main levée. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour Madame Bouchard ou Docteur Pelletier? Vous avez juste à lever la main en bas, là, vous avez l'option pour lever la main. Ou sinon, je vais aller chercher une autre question que j'avais dans le chat. Donc, j'avais l'autre question, une dame qui disait qu'au niveau des assurances, probablement plusieurs ont vécu ça, là, d'avoir un peu beaucoup de pression à être obligé de justement beaucoup s'engager dans tout ce qu'on nous offre, là. Physiothérapie, ergothérapie, ils nous mettent beaucoup de pression et d'espoir. Donc, elle dit, c'est difficile de faire le lâcher-prise lorsqu'on a une pression externe qui nous force un peu à aller faire tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, c'est certain que, un peu comme je l'ai mentionné, hein, à l'étape là, du marchandage, du déni, tout à fait, hein, le fait que autant je parlais bon des professionnels qu'on rencontre qui nous proposent un autre examen, un autre traitement et tout ça, hein, ça va alimenter l'espèce d'espoir de guérison. Puis pendant ce temps-là, c'est ça qu'on fait pas lâcher prise, hein, on n'est pas là-dedans. C'est certain que le monde, tu sais, oui, des assurances peut aussi amener cette espèce de cercle vicieux-là. C'est sûr que moi, ce que je dis toujours, c'est, ben, faut se rappeler que pour ce mode de fonctionnement-là, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des assurances, ce mode de fonctionnement-là, ben, faut se dire qu'il fonctionne pour un bon pourcentage, hein, de la population. Donc, euh, mais c'est malheureux pour les gens, hein, le petit pourcentage de personnes qui demeurent avec une condition chronique, puis qui vont devoir hein, faire un processus de deuil de leur capacité d'avant, de leur. C'est sûr que oui, c'est un peu dommage là, de se retrouver dans cette espèce de cercle vicieux-là où on se fait référer à d'autres spécialistes, puis on est à la recherche du bon diagnostic qui va amener au bon traitement, puis qui va viser la guérison, alors que hein, c'est pour ça aussi que si je parle de notre programme, on est un programme hein, dit en troisième ligne, on est dit sur-spécialisé. C'est certain que quand les gens nous arrivent, ben, il faut avoir, hein, faut pas que l'accident soit arrivé v'là 6 semaines. Il faut avoir fait ce qu'on croyait être hein, le nécessaire pour essayer de traiter la douleur. Parce que pour, après ça, être capable, je dirais, de cheminer dans le processus d'acceptation là, de la condition puis de la douleur chronique qui est là probablement pour rester finalement. Ah, Mélanie, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, là. Non, t'as raison, parce que avant d'arriver là, moi, à l'IRDBQ, j'ai passé par chez nous, là, le physio, kinésiologue, tout ça, là, par moi-même, par les médecins qui m'ont référé, puis après ça, clinique de la douleur, 1 an à faire le cheminement, c'est ça. Puis pour en arriver finalement au neurostimulateur et à l'IRDPQ, qui était Ouais. la dernière chose que je pouvais essayer, c'était IRDPQ. Mhm. Puis toi aussi, tu avais le contexte d'un agent payeur aussi, là, Ouais, moi, dans le c'était dossier, là. ouais, vu que c'est un accident de travail. Mhm. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, je vois qu'il y a d'autres questions, main levée, mais malheureusement, il est 1h02 et nos conférencières ont des obligations. Elles doivent nous quitter. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été présents. Merci à nos conférencières qui nous ont offert ce merveilleux moment. Merci pour tous vos commentaires puis vos belles réponses que vous avez faites dans le chat. On n'y a peut-être pas répondu, mais on les a lus avec beaucoup d'attention. Alors, je vous rappelle aussi que la prochaine conférence provinciale va être le 10 janvier de midi à 13h et ça va être la méthode alternative qui est l'hypnose. Donc, ça va être très intéressant. On vous invite à vous joindre à nous.
Et sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas les ressources qu'on vous a partagées si vous en avez besoin. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonjour. Oh, je vais arrêter l'enregistrement.